coffre à jouer, la passion du jeu. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau coffre à jouer. Et cette fois-ci, c'est une émission un peu spéciale car je ne suis pas tout seul. Je suis en compagnie d'une gameuse très sympathique qui aime beaucoup le jeu dont on va parler cette fois-ci. Bonjour Lucille. Bonjour Quentin. Le jeu qu'on va parler cette fois-ci est un bijou de jeu vidéo ludique. Il est sorti il y a à peine un an et il a été pour nous deux une magnifique découverte forte en émotions. Si vous aimez l'univers médiéval du XIVe siècle à ambiance sombre, alors ça va peut-être vous plaire. Nous allons vous faire découvrir un jeu français. Plague Tale Innocence. Et oui, A Plague Tale Innocence est un jeu français car il est né dans les studios bordelaises de Asobo Studio, un studio qui a déjà réalisé plusieurs jeux adaptant des films d'animation tels que Ratatouille ou encore Toy Story 3. Et en 2019, ils sortent ce jeu en tant que création originale. Alors si nous précisons aussi que Plague Tale Innocence est un jeu français, c'est parce que l'intrigue se passe au XIVe siècle en France, en plein milieu de la guerre de Cent Ans qui opposait les Français aux Anglais. C'est aussi la période où sévissait la peste noire. Les plus doués en anglais l'auront déjà compris, car A Plague Tale signifie littéralement en anglais un conte de peste. Alors oui, je vous l'accorde, le titre ne fait pas vraiment rêver, mais en plus d'être un choix temporel très original dans le milieu du jeu vidéo, c'est justement ce chaos ambiant dans la France de l'époque qui va permettre d'insérer une histoire vraiment surnaturelle et totalement imaginaire dans un monde plutôt réel bien que passé, de façon plausible, et ça va faciliter l'immersion du joueur dans ce scénario original. Maintenant que l'ambiance générale a été posée, recentrons-nous maintenant sur la véritable intrigue du jeu. Le scénario met en scène la noble famille des De Rune, où nous y incarnons la fille aînée, Amicia. Nous découvrons cette jeune adolescence alors qu'elle part chasser en forêt avec son père. Du point de vue du scénario, cette partie de chasse va surtout nous servir de scène d'exposition et de nous faire une idée sur l'histoire et le tempérament des différents membres de la famille à travers la discussion père-fille. L'élément le plus important étant qu'Amicia a un jeune frère, Hugo, malade depuis sa naissance et qu'elle ne voit presque jamais, tout comme sa mère, bien qu'habitant dans le même château, car elle reste en permanence auprès de son frère et tente de trouver un remède contre sa maladie. Alors, pendant cette partie de chasse, ces dialogues d'exposition seront, en plus d'être très bien réalisés, extrêmement importants, car c'est eux qui vont très rapidement nous lier au personnage principal d'Amicia et aux émotions qu'elle peut éprouver. Par exemple, on va comprendre très vite la profonde affection qu'elle éprouve pour son père et son chien de chasse, Lion, mais aussi, quand on évoquera sa mère, on comprendra très vite la tristesse qu'elle a en pensant à elle et au fait qu'elle ne la voit très rarement à cause d'un frère qui, au final, elle ne connaît quasiment pas. Une fois ces éléments scénaristiques posés, l'histoire s'accélère quand le chien de chasse d'Amicia, Lion, va essayer de poursuivre un sanglier. En voulant suivre son chien, Amicia retrouve la carcasse du sanglier qui a apparemment été dévoré en quelques secondes. Un peu paniquée, elle essaye de retrouver son chien et le retrouve un peu plus loin, près d'une énorme galerie souterraine. Là où les créatures qui ont tué le sanglier s'en sont également pris à son pauvre chien et ont essayé de le ramener dans leur tanière. Pas très marrant tout ça. Accrochez-vous parce que ce n'est que le début de la journée pour cette pauvre Amicia. Choquée et alarmée par cette attaque, la jeune fille et son père rentrent au plus vite au château. Le seigneur de Rune demanda à sa fille d'annoncer à sa mère leur terrible aventure, mais cette dernière est trop concentrée sur ses recherches pour accorder une telle attention à ce qu'essaye de lui dire sa fille. Amicia va finalement, sur demande de sa mère, rejoindre son frère Hugo dans
dont la chambre est située juste à côté du bureau de sa mère. Là encore, on peut voir que le frère et la sœur ne se connaissent presque pas car le jeune garçon de 7 ou 8 ans dit bonjour à sa sœur comme s'il s'agissait d'une inconnue. À ce moment-là, Amicia entend le grand bruit venant de la cour et en regardant par la fenêtre, elle insiste avec l'horreur à l'invasion du domaine par l'acquisition ainsi qu'au meurtre de son père par leur chef, le seigneur Nicolas. S'ensuit alors tout un parcours de discrétion afin de pouvoir échapper à l'acquisition venue kidnapper le jeune Hugo en massacrant toutes les autres personnes sur leur passage. Amicia et Hugo réussiront à échapper à l'acquisition, mais de justesse. Alors qu'ils étaient en train de franchir l'une des portes du château, leur mère se sacrifiera pour ralentir l'acquisition, et une fois dans les bois, les mystérieuses créatures qui avaient attaqué le chien de chasse plus tôt dans la journée surgissent du sol telles que les geysers et dévorent toutes les créatures vivantes le plus proches, dont les membres de l'acquisition qui s'étaient lancés à la poursuite des deux enfants. Pour s'échapper à ce chaos, Amicia et Hugo se jettent dans un fleuve et se laissent porter par le courant. Suite à ça, on aura une scène extrêmement touchante entre le frère et la sœur. Et on va profiter de ça pour faire un petit aparté sur Hugo. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un enfant qui n'est jamais sorti de sa chambre à cause de sa maladie et qui se fait du jour au lendemain brutalement sortir de son cocon. C'est un petit garçon quand même très courageux qui, malgré sa grande innocence, justement, sera confronté aux plus grandes atrocités de ce monde, telles que la maladie ou la guerre. Malgré ça, c'est lui qui, dans le jeu, arrive à trouver un peu de beauté dans ce monde si sombre et si déprimant, et qui saura apporter un vrai réconfort à sa grande sœur. Amicia aussi, d'ailleurs, prendra son rôle de grande sœur très rapidement à cœur, et sera très protectrice envers lui, même si pour cela, il faudra parfois lui mentir. Ah oui, petit détail pathétique supplémentaire que j'ai oublié de vous dire. À ce moment-là du jeu, elle est la seule à savoir que ses parents sont morts. En effet, quand elle était devant la fenêtre pour assister à la mort de son père, elle était seule. Son frère était un peu plus loin dans la chambre. Et au moment où leur mère se sacrifie pour leur permettre de fuir le château, leur mère, justement, avait demandé à Hugo de se protéger un peu plus loin. Donc, fatalement, une fois qu'ils ont réussi à sortir du fleuve et que le jeune garçon s'inquiète légitimement pour sa mère, eh bien, Amicia ne saura pas vraiment quoi répondre et se contentera d'essayer de le réconforter comme elle peut. Très franchement, si devant cette scène, votre cœur ne se fend pas en deux, vous êtes un sociopathe. Oui, c'est sûr qu'il s'inquiète beaucoup sur le fait qu'il est trompé, quoi. Qu'il est mouillé. Ma mère va me gronder parce que je me suis mouillé. Bon, après tant de joyeuseté, si nous faisons un petit intermède, je vais vous faire écouter la bande-annonce. Elle existe en anglais, mais aussi en français, qui sera, je pense, mieux pour nous tous. Allez, on écoute ça tout de suite. Je vous le promets, ce soir nous dînerons comme des rois. On dirait que ton festin n'a pas dit son dernier non mot. Allez, lion, ne le lâche pas. Un mauvais vent arrive, Amicia. Mère, Chut, tu vas rester ici avec ton frère. Allez, avance. Pour la dernière fois, où est votre fils? Amicia! Vous êtes inconscient. Partez tant que vous le pouvez. Tuez la sœur. On est le garçon vivant. Tu dois le protéger, Amicia. Idiot, quoi? Je suis pas idiot. Je sais qui tu es, Amicia de Rune. Amicia, tu l'as tué. Je voulais pas. Le sol, il bouge, les rats. Pardon d'être malade, Amicia. Non, non, non. J'ai vraiment les frissons à chaque fois que je regarde ou que j'écoute cette bande-annonce. Alors, A Plague Tale Innocence n'est pas un jeu à monde ouvert, c'est-à-dire qu'on peut aller où on veut sur la carte. Non, là c'est plus un jeu à couloir. On va suivre un chemin. Le jeu a pas mal de moments d'action, mais surtout de l'infiltration, car Amicia n'est pas une guerrière avec une épée qui va chercher le combat frontal et tout. Non, non. Donc vous n'avez pas d'arme à gogo, mais seulement une fronde que vous pouvez améliorer pendant votre progression dans le jeu. Avec cette fronde, Amicia peut lancer des pierres sur les différentes parties
du décor ou bien directement sur la tête des ennemis pour essayer de les tuer instantanément. Oui, parce que même si on est dans un jeu vidéo, faut quand même se rappeler, on parle d'une gamine d'environ 15 ans, armée seulement d'une fronde, qui essaye d'échapper avec son frère malade de 7 ans à toute une horde de soldats de l'Acquisition équipés d'armure intégrale, d'épées et boucliers. Le rapport de force, il n'est pas très équitable. Donc si un ennemi vous repère et s'approche suffisamment près de vous, vous mourrez. C'est tout. C'est pas le style de jeu où on peut prévoir des combats de gros bourrins. Heureusement, quand on avance, les points de sauvegarde sont relativement proches les uns des autres. Donc si vous vous faites repérer, vous n'avez pas la frustration de devoir recommencer le niveau en entier et vous pouvez rechercher sereinement un moyen un peu plus discret pour passer. Justement, cette façon de jouer qui met bien en avant la faiblesse des deux personnages va d'autant plus immerger le joueur dans un sentiment de détresse et de faiblesse que ressentent Amicia et Hugo face à ce monde extrêmement hostile et dangereux. Et d'ailleurs, en parlant de monde hostile, je vous avais dit que l'histoire se passait durant la période de la peste noire. Eh bien, c'est un des plus redoutables ennemis que nous allons rencontrer sur les mystérieuses créatures vues au début du jeu et principalement vecteurs de la peste. Oui, je veux bien sûr parler des rats. Ils seront dans ce jeu présents en quantité monstrueuse et présents dans chaque coin sombre du décor. Il faudra à tout prix les éviter en restant dans la lumière car, au moindre faux pas, vous pourrez vous faire entièrement dévorer. Ça, personne n'en a envie. Progresser dans le jeu sera alors un vrai travail de réflexion. Il faudra prêter attention à chaque élément des décors pour pouvoir avancer sans se faire repérer ou dévorer. Alors pour rester un petit peu sur les rats, ces derniers, ce sera un peu la partie surnaturelle du scénario. En effet, c'est pas juste le petit animal qu'on peut croiser, ils sont regroupés en une espèce de grande masse informe et ils semblent adopter un comportement et une intelligence collective. Et même si on ne comprend pas vraiment pourquoi au début, ils ont l'air liés à la maladie d'Hugo et à la raison qui fait que l'Inquisition veut capturer le jeune garçon. Dû à leur nombre colossal, ils peuvent entièrement dévorer un être humain en quelques secondes. Leur apathie féroce, leur grand nombre et le fait qu'ils représentent un danger, surtout la nuit ou dans des coins sombres de certains bâtiments, font un peu penser au scénario de certains films horreur, zombies un peu gore. Donc il deviendra très vite fréquent de croiser des cadavres aux 3/4 dévorés, voire même des personnes encore vivantes qu'on les croise, mais qui se font dévorer sous nos yeux. Donc le jeu est interdit normalement aux moins de 18 ans. Vu le sens, c'est largement justifié, donc les âmes sensibles peuvent s'abstenir ou se contenter de regarder les cinématiques, ce sera déjà assez costaud. Et ne vous attendez pas à croiser des rats personnifiés ou sympathiques comme Ratatouille, hein. C'est pas du tout l'ambiance. Bon, vous allez me dire, hein, ce n'est vraiment pas très vendeur tout ça, mais je vous avoue que au début du jeu, de la scène du chien, qui m'a fait quand même beaucoup de peine. J'avoue que je n'osais vraiment pas rejouer au jeu parce que je me suis dit non mais ça me fait mal, j'ai du mal à dormir, nanana. Donc j'avais un peu de mal, mais finalement je me suis mis au jeu car vous Lucille vous m'avez pas mal aidé à vraiment surmonter cette épreuve. Et j'en suis fier. Et finalement je suis très très content d'avoir mis le jeu parce qu'en fait, mis à part cette scène qui m'a fait du mal, le reste du jeu j'ai adoré, j'ai pu passer des heures sans m'arrêter. Je me suis vraiment régalé. Bon, je donnerai mon avis après, mais je vais vous faire écouter une musique du jeu qui est composée par Olivier de Rivière, qui est assez connu dans les musiques de jeux vidéo. La musique est vraiment de qualité, c'est fait avec des violons, violoncelles, et on a vraiment cette ambiance dark médiévale dont certains sont angoissantes, car elles arrivent au moment où l'Inquisition vous pourchasse. Les musiques omniprésentes car elle est toujours en rapport avec ce que l'on vit. Olivier de Rivière a fait un excellent travail dessus et même le sous-design, c'est-à-dire tout ce qui va être le son, des ambiances, des voix, des pas, etc. Ça rend une aventure où on ne peut pas nous laisser indifférents. Alors on écoute ça tout de suite, le morceau s'appelle Inquisition.
Alors, vous êtes toujours là? Vous avez pas peur? Oui, vous êtes toujours sur RCF Alpes-Provence dans votre émission Le Coffre à jouer. Et on parle justement du jeu vidéo A Plague Tale Innocence. Et dans ce jeu, on va vivre la relation entre Amicia et Hugo, qui est celle de la grande sœur et de son petit frère. Nous avons la chance d'être dans une période dans le monde des jeux vidéo où l'évolution du comportement et la relation entre deux personnages principaux sont mis en valeur. Je ne parle pas que des duos hommes-femmes qui est là depuis bien plus longtemps et souvent pour développer un romance au cliché. Par exemple, dans The Last of Us, un jeu sorti en 2013 qui est considéré comme un des meilleurs jeux vidéo de la décennie 2010-2019, qui nous fait suivre une relation entre un homme et une petite jeune fille qui doivent survivre dans un monde de zombies post-apocalyptique et qui développent malgré eux un attachement sincère proche du lien paternel. On notera encore le jeu God of War qui a été élu jeu de l'année 2018, où c'est une relation entre père et fils qui apprennent à se connaître après la mort d'une mère et finissent par développer un réel attachement malgré ses débuts difficiles. C'est un jeu qui se passe dans le monde nordique. Donc on voit bien que pour les joueurs appréciant les jeux à scénario bien travaillé, ce genre d'histoire fait quand même son petit effet. Alors en plus de l'intérêt scénaristique que Quentin vient juste de citer, il va aussi y avoir des particularités quand on va jouer donc ces 10 personnages qui se suivent l'un l'autre. Par exemple Amicia qui est le personnage principal, donc c'est elle qui va mener le jeu, qui sera équipée d'une fronde, donc la seule arme dont on pourra se servir face au danger. Mais Hugo aura aussi son intérêt. Dû à sa petite taille, si on est bloqué à certains endroits dans le jeu, il pourra éventuellement se faufiler dans des petits passages et déverrouiller des portes. Attention par contre, il y a aussi parfois des contre-coups, toujours en parlant d'Hugo. Vu que c'est le petit garçon qu'on est censé protéger, Amicia peut à certains moments s'éloigner un peu d'Hugo pour faciliter le passage. Mais si elle s'éloigne trop, Hugo réagit comme un petit garçon de 7 ans dans un monde rempli de soldats. Il panique, il hurle et peut ameuter les ennemis. Donc attention à ne pas trop s'éloigner. Donc là, on parle beaucoup de ces 2 personnages parce que c'est les personnages principaux. Mais il y aura d'autres personnages qu'on pourra rencontrer à travers l'évolution du jeu. Comme par exemple Lucas, qui est un apprenti alchimiste et qui nous aidera à prendre des attaques supplémentaires quand on avance dans le jeu. Ou alors Mélie, une voleuse qui nous permettra de déverrouiller certains passages ou coffres. On notera aussi que tous ces nouveaux alliés, quoi qu'il arrive, ça reste soit des enfants, soit grand maximum des ados, contrairement à tous les ennemis qu'on croise qui sont des soldats adultes, comme j'ai dit, bien équipés. Quoi qu'il arrive, les personnages principaux ou les alliés seront toujours des personnes considérées ou représentées dans un état de faiblesse. Quoi qu'il arrive, le jeu nous met toujours dans une position plutôt d'angoisse et de faiblesse, qui est toujours en opposition avec les soldats qui représentent une force écrasante et hostile. Aux côtés des méchants, justement, on a déjà le seigneur Nicolas, dont nous avons déjà parlé. Mais si, rappelez-vous, c'est lui qui exécute le père d'Amicia au début du jeu. Bizarrement, on ne le trouve pas vraiment très sympathique. Non, j'ai même des envies de meurtre, je dirais. C'est cet homme qui sera l'image même du danger pour Amicia et Hugo, car c'est lui qui commande les troupes de terrain à la poursuite des 2 enfants. Cependant, il est en réalité que le bras droit du grand inquisiteur, un vieil homme d'église décrépit et bizarrement ayant l'air très malade lui aussi. Nous ne rentrons pas plus dans les détails pour ne pas trop vous spoiler, mais soyez sûrs qu'ils sont vraiment détestables. Alors, niveau durée de vie, on est à peu près entre 10 et 15 heures, ce qui est une durée de vie un peu courte pour des jeux vidéo général, mais ce n'est pas frustrant car pour autant dire, on profite pleinement de chaque seconde de l'histoire. Certains jeux actuels pourront proposer une durée de vie plus longue, mais cela sera souvent dû à l'ajout de beaucoup de quêtes annexes qui aura tendance à ralentir et voire complètement nous couper de l'aventure, alors que dans A Plague Tale, c'est une ligne directrice à suivre. Effectivement, comme tu viens de le dire, dans Plague Tale, c'est
pas du tout le cas. On suit uniquement l'histoire principale. À aucun moment cette histoire se ralentit ou on se sent coupé de cette histoire. C'est ce qui fait justement toute la beauté du jeu. Bon, les mondes ouverts ont leur avantage aussi. Les joueurs peuvent aller n'importe où et accomplir plusieurs quêtes annexes, mais souvent c'est des petites quêtes qui n'ont aucun lien entre elles ou avec l'intrigue principale et faut l'avouer, parfois ça n'a pas d'intérêt du tout. A Plague Tale, il fait uniquement son taf, il raconte une histoire forte qui nous immerge complètement dans son univers. Le joueur ne fait pas que se divertir, il vit pleinement l'histoire des personnages qu'il fait avancer dans le jeu et ressent les émotions de ces derniers avec énormément de sincérité. C'est comme dans certains jeux comme par exemple The Witcher 3 si certains connaissent. Des fois il y a des quêtes du style « Il faut récupérer la poêle que j'ai oubliée dans les marécages avec des monstres qui nous attaquent. » Ou bien récupérer la chèvre du chaman qui est parti. Je dois la chercher avec une cloche, tu vois. Oh, dans Zelda Breath of the Wild, tu peux ramener mes poules dans l'enclos s'il te plaît. Waouh, ça c'est des quêtes héroïques. Là on sent la tension du personnage principal. Alors là on vous parle de jeux solo. Il y a aussi le cas des jeux multijoueurs où ça va être autre chose. C'est pareil, il n'y aura pas de quête. Attention, on critique pas les jeux multijoueurs ou les jeux un peu plus pauvres de manière scénaristique. C'est juste que pour Quentin et moi qui sommes plus intéressés par les jeux à scénario très étoffé et bien construit, fatalement ces jeux vont avoir moins d'intérêt pour nous. Mais ça n'empêche pas que tous les joueurs peuvent trouver leur compte sur tous les jeux différents. Bon, on va pas trop s'écarter du sujet. Oui. Retournons à Plague Tale. Oui. Alors, laissons de côté la narration qui est quasi parfaite, qu'on n'arrête pas de louer depuis le début de l'émission. Les graphismes aussi sont très très bien faits. Alors, ils sont pas parfaits car le studio n'avait pas énormément de moyens, mais ils sont malgré tout très jolis à regarder. Ils ont su, avec pas le peu de moyens qu'ils avaient, mais les moyens relativement restreints qu'ils avaient, mettre quand même le paquet sur les cinématiques, les parties intéressantes du jeu, justement pour continuer à transmettre les émotions des personnages durant l'histoire. Et aussi en demandant aux acteurs qui font le doublage des voix de très très bien jouer les émotions. Par exemple, pendant qu'on avance dans le jeu, les personnages vont parler, mais ils vont extrêmement bien jouer la peur ou la détresse. Par exemple, à un moment où Amicia cherche son frère, on va l'entendre hurler et l'actrice qui va doubler la voix va très bien retranscrire la peur. Donc franchement, entre les beaux graphismes et le très bon doublage des personnages, rien que pour ça, malgré le peu de moyens qu'ils avaient, il faut féliciter le studio pour le résultat qui est plus qu'honorable. D'ailleurs, au niveau doublage dans ce jeu, ils n'ont pas pris vraiment n'importe qui, ils ont pris une bonne liste, dont celle qui double Amicia. Elle a joué dans le film Les Misérables, qui est un film français qui a été élu aux Oscars cette année en 2020. Oui, et la mère d'Amicia, c'est bien Fiona dans Shrek, c'est pas vous qui avez rêvé. Alors, pour conclure cette émission, je voulais partager un truc avec vous. Je n'avais pas prévu de faire un coffre à jouer sur ce jeu pour ce mois-ci. Mais ce jeu m'a tellement plu que je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous en parle. Je veux vraiment mettre en valeur ce jeu car je vois sur des sites de tests qu'il est souvent sous-estimé alors qu'il mérite d'être dans les plus grands jeux de l'année 2019. Et je suis sérieux en disant ça car je ne trouve très peu de défauts à lui reprocher dans ce jeu. C'est une expérience très poignante. Et puis bon, il faut savoir que des testeurs l'ont noté des notes genre 16 sur 20 ou tout ça, mais beaucoup de joueurs sur internet, des tests, des avis, tout ça, ont mis quand même Plague Tale dans leurs favoris, notamment deuxième de la liste du top 10, donc prouve que ce jeu a marqué quand même beaucoup de monde. Et plusieurs fois dans ce jeu, j'ai été triste avec des personnages. Quand je revois des scènes du jeu, j'ai les frissons, des émotions à chaque fois. Ce jeu n'a pas le budget de gros jeux, comme on l'avait dit, mais ils ont réussi à le faire aussi bien. Comme quoi, pas besoin d'avoir trop d'argent pour faire un chef-d'œuvre. Il suffit d'avoir du talent. Et Asobo Studio ont du talent. Merci Lucille d'avoir partagé cette émission avec moi. Ça m'a fait très plaisir de parler de ça. Mais de rien, c'était un plaisir pour moi aussi. Le jeu est disponible sur PlayStation 4, PC, Xbox One. Si le jeu vous intéresse et qui vous intrigue, je vous invite à aller voir des bandes annonces ou un extrait du jeu sur YouTube. Vous tapez A Plague Tale Innocence et vous aurez de quoi vous trouver votre bonheur. Et quant à nous, on se retrouve prochainement pour une nouvelle émission et merci d'écouter le coffre à jouer et RCF.
Alpes-Provence. Merci à Christine, à la technique de nous avoir enregistrés et à bientôt. Le coffre à jouer, la passion du jeu.